Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde selon Rock. Ce soir, nous allons voir ensemble le sommaire de Top Secret numéro 97. Que voici, où sont passés les dirigeables? Eh bien, on va le savoir, mais à la fin de l'émission, parce qu'on se le garde le dossier central pour la fin. Bonsoir Rock, comment vas-tu? Bonsoir Antoine, ça va bien, ça va très bien, et ça me fait bien plaisir de te retrouver, de pouvoir commenter avec toi ce sommaire du numéro 97, et puis on approche du numéro 100, donc... Eh oui, le fameux ITS que l'on retrouve sur -3 sur la page d'accueil, tout à fait. On en saura un peu plus très prochainement. Alors, sur ce sommaire, on retrouve un texte de Jean-Louis Pilato sur l'Apocalypse. Révélation sur l'Apocalypse. Ouais, un dossier très intéressant de Jean-Louis Pilato sur tout le phénomène, tu sais, des programmations prédictives. Et il fait un détour à partir des films de science-fiction qui traitent de voyageurs du temps, avec la question centrale de savoir que si le voyageur dans le temps n'avait pas fait dans le passé telle ou telle chose, est-ce que il serait arrivé telle et telle chose qui l'ont amené à partir dans le passé, etc. Et il fait un parallèle avec ça, avec les prophéties, avec la problématique des prophéties. C'est-à-dire que est-ce que le fait de connaître une prophétie va pas faire que soit on va empêcher cet avenir de se produire, soit au contraire on va devenir des agents de création de cette prophétie. Et tout ça à travers, c'est un dossier assez passionnant qui explique bien tous ces mécanismes-là. C'est tout à fait intéressant. Oui, et puis il fait le constat de la montée de Zombieland, on va dire, au sein de l'univers d'Hollywood, que ce soit la fameuse série Walking Dead, Nation Z, etc. Comme si le cinéma commençait à nous habituer petit à petit à un futur possible. À une espèce de blackout, effectivement. C'est la programmation prédictive. On est en plein là-dedans avec ce dossier. Et puis il en sort tout le temps, hein. Là j'ai vu sur Netflix, il sortait encore une nouvelle série qui s'appelle Reign. On est encore là-dedans dans cette notion post-apocalyptique liée soit à des épidémies, soit voilà, à quelque chose qui va rayer l'humanité de la Terre et en laisser qu'un petit groupe. Voilà, ça sent la programmation prédictive par rapport justement à ce qui s'en vient, à ce qu'on est en train de respirer, de ce qu'on est en train de sentir, de ce qui se passe, de ce qui nous attend, des menaces diverses et variées qui pèsent en ce moment sur la société occidentale et pas seulement, mais notamment en tout cas et très particulièrement sur la France. Alors dans cet article, j'ai découvert un personnage que je ne connaissais pas, il s'agit de Serge Monast. En deux mots, non, je ne le connaissais pas du tout. C'est qui Serge Monast? Serge Monast, alors c'est un personnage tout à fait emblématique de la complosphère, on va dire. C'est un homme c'est un des précurseurs dans le domaine, c'est-à-dire que c'était un journaliste, un investigateur qui avait des connexions, qui avait quand même pas mal de réseaux haut placés, de gens, on va dire, autorisés. Et
et donc qui a fait énormément de révélations. C'est lui qui avait sorti le premier, enfin un des premiers, les affaires, enfin, le dossier sur les implants, mais aussi également le programme Bluebeam. Voilà, c'est cet homme-là qui a révélé, en tout cas à la francophonie, dans les années 80, toutes ces affaires-là, tout ce plan-là. Ce plan qu'on ressent, qui est bien amené en filigrane par Jean-Louis à travers son dossier. Quand on parle de prophétie, on nous amène à l'inéluctable, si tu veux, réalisation de telle ou telle prophétie, Apocalypse. Serge Monast, c'est celui qui, parmi les premiers, va nous révéler toutes sortes d'affaires, comme également, je crois, l'affaire du programme Arc-en-Ciel, etc. En tout cas, pour l'implant, il en parle dès cette époque-là. Pour le programme Bluebeam, il en parle dès cette époque-là. Et puis, il va décéder d'une crise cardiaque, très brutalement. Et évidemment, tu comprendras que sa mort était quand même assez suspecte. Oui, un an après qu'il fasse des révélations, d'ailleurs, chez Richard Glenn, dans son émission là-bas au Québec. Voilà. Mais bon. Et Serge Monast, si tu ne connais pas, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à faire une recherche sur Internet. Vous allez trouver des ouvrages tout à fait passionnants de cet homme. Et, quand on voit avec le temps qui est passé, beaucoup d'événements lui ont donné raison. C'est noté. Alors, un autre article, dans la continuité du dossier sur l'eau du numéro 96, on a reçu un texte de Veda Austin, que j'avais invité, moi, dans une rencontre hors du commun, sur l'eau. Alors, texte que j'ai traduit, j'espère que ça a été... Ça a été très bien, et notre collaboration, Antoine, sur la partie magazine papier s'approfondit et devient de plus en plus forte et constructive. Donc c'est parfait. Alors effectivement, on a cet article, mais là tu peux en parler peut-être même mieux que moi. Donc, du coup. Oui, alors très, très rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission Rencontre hors du commun que l'on a faite avec Veda, je vous invite à la regarder sur la chaîne. Mais là, elle a apporté des nouveaux éléments que l'on n'avait pas vus avec elle. Elle a un système en fait où elle conscientise l'eau et elle la prend en photo à partir d'un peu d'eau elle va boire en fait un verre d'eau. Le fond du verre, elle va le verser dans une boîte de pétri qu'elle va mettre au congélateur. Et ensuite, elle va ressortir cette boîte de pétri avec l'eau qui est congelée. Elle a peut-être mis quelques colorants pour pouvoir faire ressortir du relief. Et là, elle se rend compte que ce qu'elle a pensé au moment où elle buvait l'eau, elle va en retrouver des indices dans cette boîte de pétri, voire même des images très spectaculaires. Et elle a fait tout un tas d'expériences avec des femmes enceintes, avec des gens très pieux. Elle a fait aussi des expériences pas qu'avec de l'eau, avec de l'urine, avec du liquide séminal, etc. Et à chaque fois, il ressort des choses très, très troublantes. Ah oui, c'est assez spectaculaire, c'est assez extraordinaire. Il y a quelques photos dans cet article qui est relativement court, qui sont absolument incroyables. Incroyables par rapport au contexte, en plus, au moment où l'expérience est faite. Ce qui l'amène donc à poser la question qui est le titre de l'article, c'est: l'eau est-elle un réseau de conscience, ou est-elle une conscience, tout simplement? Et je crois que la question est tout à fait pertinente, telle qu'elle l'amène. C'est vrai qu'on peut se poser pas mal de questions par rapport à l'eau en tant qu'intelligence. Voilà. Est-ce que l'eau, finalement, ne serait pas tout simplement un alien, bon. Ou en tout cas, un facteur d'encodage de la matrice, c'est certain.
En tout cas, voilà, vous y trouverez sûrement des réponses intéressantes. Et elle fait aussi un lien entre l'eau et la réincarnation. Vous verrez, voilà, c'est pas idiot, un sujet à creuser. Alors, un autre article qui s'intitule Trans-Apocalypse d'Alice Duterrier. Alors là, je sens le pseudonyme quand même. Tu as repéré le pseudo. Bon, c'était un petit clin d'œil au lapin que l'on va d'ailleurs retrouver à un autre moment dans le magazine, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, cette histoire de transsexuel, qu'est-ce que ça vient faire dans ce magazine? C'est particulier. Alors, c'est une bonne question. On pourrait se demander, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Rock, etc. En réalité, bon, c'était intéressant, Top Secret étant toujours d'abord un magazine à la marge, et puis ensuite toujours comment dire, en tête de proue pour aller chercher des affaires, des dossiers. Là, il se trouve que c'est un phénomène de société qui est très important aux États-Unis. Il y a énormément de débats autour de ça dans les réseaux sociaux. Et il y a un moment, tous ces sujets de conspiration, on peut pas ne pas les traiter, ne serait-ce que les traiter à notre manière, mais enfin, c'est important au moins de parler de phénomènes qui existent aux États-Unis et qui sont très importants. Donc voilà, on a repris les différents arguments, les différentes questions que se posent pas mal de gens outre-Atlantique par rapport à Hollywood, par rapport aux hommes politiques, femmes politiques, etc. Et ce phénomène, effectivement, qui déborde un peu juste le phénomène du genre, enfin, et qui rentre là de plein pied dans la conspiration. Donc voilà, on est dans ces questionnements. Ça ne veut pas dire qu'on a des réponses, ça ne veut pas dire que on sait telle ou telle chose. Non, on rapporte ce qui se passe outre-Atlantique dans ce domaine. Et ça n'a jamais été raconté dans la presse française. Tu le comprends bien, c'est une évidence. Tout à fait. Donc, on peut parler peut-être en deux mots de l'objet du dossier. Si ça part un peu de l'affaire des frères Wachowski avec le film Matrix, qui tour à tour vont devenir des femmes. Et la question que se posent les Américains actuellement, ça devient presque une obsession en parallèle à la politique du genre et de toutes ces tendances que l'on voit, ces mentalités qui évoluent autour du genre ou du choix de la sexualité des uns et des autres, qu'on peut constater dans les séries télé, dans les films, etc. Les conspirationnistes, les chercheurs sont allés jusqu'à se demander si les gens, femmes, hommes, qui appartenaient à une certaine caste, à une certaine élite, étaient vraiment ce qu'ils semblaient être en termes de genre, justement. Et c'est vrai que les questions sont amenées d'une telle façon que on finit par s'interroger, et juste de ce point de vue-là, du point de vue du questionnement, moi j'ai trouvé que c'était un dossier qui méritait d'être dans Top Secret. Tout à fait. Alors, dans le thème des sciences interdites, Pierre de Châtillon a écrit un article sur l'autre science. De quoi parle cet article en quelques mots? D'abord, moi, je tenais à dire que Pierre de Châtillon, je le suis depuis quasiment les débuts de Top Secret. C'est un auteur canadien que j'apprécie beaucoup. Il suit son fil conducteur. Il a toujours des observations très affûtées, souvent en marge.
des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et il est toujours passionnant. Mhm. Et il est revenu vers moi avec quelque chose tout à fait étonnant, en partant du passé, des anciennes civilisations, et de ce qu'on en sait par rapport aux textes anciens, des descriptions qui ont été faites de certaines technologies, de certaines sciences. Et finalement, en suivant sa logique, son raisonnement, et il en est arrivé, en suivant son raisonnement jusqu'au bout, à la conclusion qu'en fait, avec les technologies, entre guillemets, et les connaissances dont disposaient les anciens, finalement, ils pouvaient très facilement produire les mêmes effets avec les mêmes matériaux que ceux qu'on obtient quand on veut faire voler, par exemple, un dirigeable. Et donc, il fait un parallèle avec toutes sortes de technologies, mais il va parler de tous les systèmes aériens connus des temps anciens. Et il va nous emmener en nous prenant par la main, en commençant par les cerfs-volants, dans les batailles pour effrayer l'ennemi, etc., sous forme de monstres, etc., jusqu'au phénomène des Vimana. Et tout ça en expliquant que c'est une science une science entre guillemets, qui est en fait plus une pratique ou un savoir-faire, qui a toujours existé, qui a toujours été détenu par des êtres humains curieux et créateurs et innovants, que ces technologies-là étaient à leur portée, étaient tout à fait disponibles, il n'y avait pas besoin ni d'ordinateur, ni de quoi que ce soit pour arriver à créer des engins volants. Sa démonstration, non seulement est pertinente, mais moi je la trouve assez convaincante. Entendu. Bon, de toute manière, on reviendra sur ces engins volants, particulièrement les cigares volants, à la fin de cette émission, quand on attaquera le dossier central. Thierry Namur, qui est un auteur très régulier de Top Secret, a fait un sujet cette fois-ci sur la guerre de Troie. Et tu vois, là aussi, on apprend encore pas mal de choses. Déjà, Troie, finalement, on ne sait pas réellement où la situer aujourd'hui. Elle n'est pas exactement là où on pense qu'elle pourrait être. C'est un super dossier de Thierry Namur. Effectivement, on ne sait pas en réalité où se trouve Troie. Alors, tu as eu des archéologues officiels du 19e siècle qui avaient pendant un temps hurlé contre Schliemann. Finalement, la thèse de Schliemann s'était imposée, mais en réalité, Schliemann avait creusé là où d'autres avant lui avaient creusé, etc. Il y a plein de choses qui sont en contradiction avec le récit d'Homère et la réalité qu'on en trouve sur le terrain. Enfin, bref, gros point d'interrogation sur Troie tel que situé actuellement par l'archéologie contemporaine et les historiens. Et Thierry Namur nous renvoie à une autre théorie qui existe depuis pas mal de temps déjà, qui a été plus ou moins traitée, sous-entendue par d'autres auteurs il y a quelques siècles déjà, mais qui a été, je dirais, plus approfondie depuis les 30 dernières années, qui est une grosse controverse historique, avec certains historiens qui sont des historiens en rupture de banc et qui assurent, avec des arguments qui sont tout à fait pertinents, que la bataille de Troie et que le récit d'Homère s'est passé non pas en Méditerranée comme le veut l'histoire d'Homère et comme le veut la science officielle, mais plutôt du côté de la mer du Nord, voire du côté de la Manche,
sur les côtes anglaises. Ce serait peut-être pas finalement une légende grecque, mais plutôt une légende celte. Voilà, qui aurait été transposée par les Méditerranéens, par les Grecs, qui aurait été transposée en Méditerranée, mais en fait, l'analyse du texte, le récit du voyage d'Ulysse, son retour sur 20 ans, etc., ne tient pas vraiment la route quand on connaît les distances entre la ville de Troie et puis le pays où l'attend Pénélope. Alors que si c'est une théorie qui a été prise qui a été suivie, défendue par pas mal de monde. Disons qu'on retrouve cette légende dans un texte très ancien des Celtiques et on sait qu'en plus ils écrivaient très peu de textes, c'était surtout la transmission orale. Ce texte s'appelle l'Imran Curémeil d'Uin. Très peu connu, moi je ne le connaissais pas. Et donc, ces théoriciens n'inventent rien, ils repartent à la source. Absolument. Ce serait donc le récit d'Homère serait une retranscription d'un récit du Nord, mais mise à la sauce méditerranéenne, avec toute la mythologie grecque, etc. Et ce qui est amusant aussi dans le texte de Thierry Namur, c'est qu'il met carrément les pieds dans le plat, puisqu'il en arrive d'abord à s'interroger sur Homère, savoir qui était ce poème obscur, connu. D'ailleurs, au passage, c'est assez amusant de se rendre compte qu'il existe des bustes d'Homère, des bustes grecs, des originaux, trouvés par des archéologues. Donc on a un peu la figure d'Homère qui est dans les musées, etc., sur les places publiques, produites. Et ça, c'est amusant. On pourrait se poser aussi plein de questions sur ce poète qui raconte le récit de la bataille de Troie 500 ans après, alors qu'il n'y a aucune trace de rien du tout. Donc voilà, d'où vient l'histoire, comment croire en ce poète totalement inconnu, et puis surtout qui n'était pas un contemporain du tout de ce récit. Est-ce que Troie est une véritable histoire historique, arrangée, mise à la sauce des dieux, etc., ou plutôt est-ce un récit codé? Et notamment, c'est intéressant la thèse qui est avancée par ces chercheurs alternatifs, ces historiens alternatifs. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de cartographie, de carte de navigation pour expliquer de façon codée les routes maritimes à suivre pour atteindre telle et telle côte. En tout cas, voilà, plus d'informations dans cet article de Thierry Namur. On va revenir sur un thème qui est récurrent depuis quelques numéros. On a parlé de la Terre plate, tu as aussi évoqué à un moment donné la Terre creuse, et dans ce numéro-ci, dans le numéro 97, on va parler de la Terre concave. Donc la différence, pour ceux qui se posent la question, entre la Terre creuse et la Terre concave, la Terre creuse, c'est une cavité à l'intérieur de la Terre qui est quand même ronde, on va dire. Donc il y aurait des gens au-dessus, il y aurait des gens dedans. Alors que là, la Terre concave, on est tous dans une sphère, mais à l'intérieur de la sphère. Voilà, un peu ce qu'on voit dans le générique de Game of Thrones. Quand on survole les différentes cités, on voit bien que c'est concave. Alors, là, c'est l'auteur Kaiser Ourad. Voilà, qui nous propose de nouveaux arguments en faveur de cette théorie de la Terre concave. Il avait déjà fait une première petite partie dans, pas le dernier numéro, mais l'avant-dernier numéro, et il va un peu plus loin en donnant deux exemples assez concrets qui vont dans le sens de cette théorie de la Terre concave, d'abord l'observation à l'œil nu, qui a pu en surprendre plus d'un, c'est-à-dire que l'horizon, quelle que soit l'altitude où on se trouve toujours à la hauteur des yeux.
Alors, loi de la perspective, mais cette loi pourrait aussi parfaitement s'intégrer dans une théorie de terre concave. Et puis l'autre, une expérience scientifique qui a été réalisée à la fin du 19e siècle, début 20e, qui a amené des résultats qui vont dans le sens d'une terre concave. Moi, ce qui m'intéresse dans ce dossier, d'abord, c'est qu'il est bien ficelé. Enfin, ce dossier, cet article est bien ficelé. On apprend évidemment plein de choses, de questions que se sont posées à une certaine époque des scientifiques. Et puis surtout, ça met en lumière la chose suivante que moi je défends depuis longtemps, c'est qu'en fait, on ne sait pas grand-chose de la planète dans laquelle nous vivons. Et finalement, cette planète pourrait prendre bien des formes. Ouais, tout à fait. On va revenir maintenant sur les théories de l'archéologie interdite. Tu avais parlé le numéro précédent de l'affaire de Lascaux. Et là, tu proposes, en tout cas l'auteur Thierry Cluzet, propose une autre lecture de la préhistoire. Oui, après nous avoir proposé une autre lecture de la découverte de la grotte de Lascaux, Thierry Cluzet nous propose cette fois-ci un autre regard sur la préhistoire, une autre lecture de la préhistoire, telle que, c'est ce qu'il prétend, c'est une idée que je suis pas loin de partager, telle que la préhistoire au XIXe siècle a été inventée. Et alors, il a lui aussi tout un cheminement, toute une logique argumentée par rapport aux découvertes, au mystère de certaines découvertes, à la vision que les premiers préhistoriens ont eue et qu'ils nous ont présentée, et qui correspondait en même temps à l'époque coloniale. C'était justement des gens qui avaient vécu, qui avaient travaillé dans les colonies, etc. Et ils sont revenus avec tout ce folklore qu'ils ont transposé, notamment dans le domaine des peintures rupestres, et des dessins qu'on trouve à l'entrée des grottes ou au fond des grottes, tout l'art pariétal, le mobilier pariétal, tout ça, finalement, il se rend compte que l'inspiration de ces, entre guillemets, faussaires du XIXe siècle peut venir directement de ce qu'ils ont pu voir, observer en Afrique, dans les colonies à l'époque où ils faisaient des études d'anthropologie, de sociologie, etc. Voilà, un article encore très intéressant sur le sujet un article aussi encore à controverse, hein, évidemment. Voilà. Parce que sinon, on s'ennuie. Alors, c'est vrai que les lecteurs de Top Secret, par moments, peuvent s'arracher les cheveux sur certains sujets, mais ou d'autres grincer des dents, mais en même temps, si on n'était pas dans ces questionnements tout azimut, qu'est-ce qu'on s'ennuierait quand même, hein? Je crois que c'est ça aussi qui est important aujourd'hui à notre époque, surtout je crois en France, on est en train de mourir à petit feu sous le joug de cette pensée unique, sous également un trop-plein de sécurité, une sécurité qui nous amène à une absence totale de risque et donc de possibilités d'innovation, de création, à une pensée unique qui nous amène au même résultat. Tout ça, c'est une petite mort qu'on est en train de vivre depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de secouer un petit peu cette fourmilière, bousculer un peu les idées reçues, prendre ce risque. On le fait avec amour,
On le fait pas dans une envie de polémique, ni dans une envie de rendre coup pour coup, ou dans une intention revancharde. On le fait parce que il y va quelque part de la survie de l'esprit français. Et cet esprit-là, il a été attaqué depuis maintenant des décennies. Il est temps que on retrouve cette liberté d'expression qui est si mal menée. Et puis surtout que ceux qui sont les premiers à grincer des dents, les premiers à vociférer dès qu'ils entendent des choses qui heurtent leurs croyances, il faut qu'ils se souviennent qu'eux-mêmes sont porteurs de croyances et qu'un jour, leurs croyances peuvent devenir des tabous pour d'autres personnes qui leur en feront baver. Et que défendre, en tout cas respecter et être tolérant vis-à-vis des questionnements des autres, c'est aussi défendre leur propre raisonnement, leur propre cheminement, leur propre croyance. C'est très important tout ça. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qui est dit dans Top Secret, on ne vous demande pas d'y croire, mais on vous le propose comme étant des pistes de réflexion, des pistes pour pouvoir aller plus loin, creuser par vous-même, et comme tu l'as très bien dit, hein, utiliser cette pensée qui était particulière à la France et puis qu'on est en train de perdre, où on osait raisonner sur les choses et puis pas tout accepter. Voilà, ni tout accepter, ni tout refuser, ni tout imposer. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a une pensée unique qui est en train de s'imposer au peuple français. Le peuple français est en train de mourir à petit feu. Il faut se souvenir qu'on était les rois du monde il y a encore une quarantaine d'années. Si nos parents ont été ça, c'est parce qu'ils ont été dans l'audace, c'est qu'ils ont osé penser le monde. Nos ancêtres aussi ont osé penser le monde différemment. Et là, ce que je vois, c'est qu'il y a des esprits qui se sclérosent. Ça va avec la politique, ça va avec l'économie. C'est dans tous les domaines. On perd du terrain, mais là, on perd tellement de terrain. En réalité, il faut bien le dire, qu'on a complètement disparu. On a totalement disparu. Donc, voilà, nous, on se confronte à cet élan de mort qui est en train de recouvrir le territoire français. Je sais que d'autres combattent aussi dans leur domaine pour défendre cet esprit. Il est très, très important que les gens se rendent compte que vraiment, là, on ne peut plus continuer à dormir et à se reposer sur nos lauriers passés parce que l'étoile qu'on voit briller, en réalité, elle est morte depuis longtemps maintenant. Et c'est à se demander, même si le combat n'est pas déjà perdu, si ça vaut encore le coup de se battre pour tout ça, tout en espérant malgré tout que la France, c'est comme une sorte de phénix, et que la France, à un moment ou à un autre, pourra. Enfin, quand je parle de la France, là aussi, on aura beaucoup de surprises, hein, parce que il y a encore pas mal de découvertes à partager, mais que l'esprit qui est le nôtre, l'esprit cette culture qui est la nôtre, que nous partageons, quelles que soient nos origines, cet esprit qu'on appelle l'esprit français, c'est comme un phénix. Je suis sûr qu'à un moment, de toute façon, même si on ne se bat pas demain parce qu'on estime que la bataille est perdue aujourd'hui, cet esprit-là renaîtra de ses cendres. Ça n'empêche qu'on va quand même se battre pour le défendre. Mais oui. Que les gens soient maintenant comprennent qu'on n'est pas en train de vouloir leur imposer quoi que ce soit, qu'on n'est pas en train de... Non, on est en train de leur demander
d'être tolérants, d'entendre, d'accepter les idées des autres. Et puis d'être eux-mêmes créateurs, c'est-à-dire de ne pas se contenter de prendre, par exemple, je vais parler de mes vidéos, de prendre les vidéos que je fais et puis choisir une phrase et puis pour commencer à démonter, citer, reprendre, pour caricaturer, déformer et ridiculiser au bout du compte ce que j'ai pu dire. C'est-à-dire, moi, je veux dire à tous ces gens qui font ça, de devenir des créateurs, d'être eux-mêmes innovants, d'avoir des idées pour ce pays, d'essayer de créer et d'arrêter de subir ce qu'ils ont pu apprendre, l'endoctrinement qu'ils ont reçu, le conditionnement, la programmation qu'ils subissent depuis leur enfance. Qu'ils arrêtent de passer leur temps vraiment à caricaturer les choses, à travailler sur le travail créatif des autres et qu'ils deviennent à leur tour créateurs et puis créateurs de richesse. Mais quand je parle de créateurs de richesse, je parle de richesse intellectuelle. Et pour pouvoir renaître cette connaissance de ces cendres, on a un dossier qui est finalement tout chaud, tout brûlant. Et donc, c'est la deuxième partie, révélation autour des cigares volants. Oui, un superbe dossier de Thierry Millet en 3 parties. C'est la deuxième partie. La troisième partie, ça va être évidemment, ça va aller encore plus loin. Et là, Thierry Millet nous a gâtés avec ce grand et long dossier qui nous permet de tirer la bobine de nombreux questionnements. Mais entre autres, on apprend plein de choses. Moi, tout bêtement, je pensais qu'il n'y avait plus de dirigeables hein, depuis la chute du Zeppelin, c'était quoi, 1936 ou 6 mai 1937 pour être exact. On va apprendre justement le contraire. Que les dirigeables, ça fonctionne bien avec l'hélium. L'hélium d'ailleurs n'est pas inflammable, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette fausse idée de se dire que l'hélium était inflammable. Non, parce que le Zeppelin c'était un mélange d'hélium et de dioxygène, et c'est le dioxygène qui était inflammable. Aujourd'hui, il peut y avoir des mélanges d'ailleurs de gaz pour les dirigeables qui ne sont pas uniquement d'hélium qui posent problème parce que l'hélium, il faut le recharger souvent et il s'épuise rapidement. Et les dirigeables, on sait les enfin, je veux dire, il suffit de les ravitailler en gaz. Et pour diminuer cette problématique-là, il y a des mélanges de gaz qui permettent de faire tenir des dirigeables de façon quasiment indéfinie. Non, en l'air, ouais. Et alors, quand on voit que ces dirigeables, finalement, c'est ultra écologique, ça consomme rien, ça ne dégage pas de CO2, ça permet de rester pendant des mois entiers en l'air. Ça porte un fret assez conséquent. On se demande pourquoi ça a été officiellement complètement abandonné. On va voir que c'est pas tout à fait le cas. Et finalement, les dirigeables qui existent aujourd'hui, dont personne ne parle, quel est leur but, quel est leur objectif? Oui, là encore, on est justement dans cette espèce de fourmilière qu'on secoue. Hein. On s'efforce de remuer nos méninges. La question est simple, c'est où sont passés les dirigeables? Vous avez toutes les qualités qu'avait ce genre d'engin dès le début du XXe siècle. En fait, même peut-être un peu plus tôt, puisqu'il y a une première vague d'OVNI au XIXe siècle, en 1890, qui semble en fait décrire parfaitement les dirigeables qu'on découvrira ensuite pendant la guerre 14-18. Mais avant même d'aborder la question de cette vague d'OVNI et d'une possible méprise avec des dirigeables qui étaient des engins expérimentaux. Donc, on sait que les dirigeables disparaissent
après la Seconde Guerre mondiale, disparaissent du souvenir du grand public, évidemment, mais on sait que ils vont continuer d'être développés par les militaires. On va continuer à les voir à l'occasion des Coupes du Monde de football ou à l'occasion des Jeux Olympiques, puisque à chaque fois, on sait bien, on voit ce petit dirigeable, espèce de drone, si tu veux, avec la table de régie et qui filme toutes les images prises en altitude. Mhm. Mais au-delà de ce genre de petits gadgets, le dirigeable Goodyear qu'on voyait faire dans le ciel de temps en temps pour faire de la publicité, etc. On n'a pas vu grand-chose. En réalité, sur Internet, en faisant quelques recherches, on découvre, et ça, c'est ce qui est rendu public, c'est sur Internet, sur les sites officiels, on découvre que les dirigeables n'ont jamais cessé d'être exploités par les militaires. Parce qu'ils représentent effectivement de grands avantages, de grands intérêts. Dans les années 60, il a existé un projet de la NASA, d'un ballon dirigeable, qui était en fait d'une envergure de 100 mètres de diamètre quand même, quelque chose de volumineux, et qui était, en fait, si on y réfléchit bien, un parfait candidat pour une sorte de satellite. Ce projet a été oublié complètement, effacé des tablettes. Il reste quelques photos de ce projet de la NASA. Tu dois pouvoir retrouver le nom dans le dossier. C'était le projet Pélican, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, alors qu'il y a tant de questionnements qui se posent sur les satellites, de nouvelles entreprises privées, et parmi elles, les plus grands prestataires de la NASA, travaillent sur des satellites sous forme de dirigeables. Là aussi, ce sont des projets qui émergent depuis 1 ou 2 ans, où on peut nous présenter ça comme des satellites du pauvre, mais en fait, on se rend compte que ce sont des remplaçants très économiques et qui peuvent apporter les mêmes avantages que des satellites qui tourneraient en orbite autour de la Terre, que ce soit des satellites géostationnaires à 36, je crois que c'est 36 000 kilomètres de la Terre, ou que ce soit des satellites plus proches. Ces dirigeables peuvent apporter les mêmes avantages, les mêmes intérêts que les satellites actuels. Ces projets, on n'entend pas beaucoup parler, mais on en a entendu parler à un moment où les satellites ont été très, très critiqués, il y a à peu près 2 ans, où on a remis en question leur existence. La question qui se pose, c'est est-ce que les satellites que l'on voit depuis toutes ces années, depuis les années 50, 60, est-ce que ce sont vraiment les satellites qu'on nous montre en images de synthèse tournant dans l'espace, ou bien est-ce en réalité des dirigeables? C'est une première question que ce dossier soulève. Il évoque aussi les derniers dirigeables officiels, ce seraient les Airlander, qui auraient la possibilité d'avoir du fret de 10 tonnes à 50 tonnes. Et là aussi, pouf, on n'entend plus parler. Il y a une espèce de chape de plomb sur ces satellites, et moi vraiment ce qui m'a le plus marqué dans cet article, c'est ça, c'est que dans les satellites, pardon, dans les dirigeables, et moi ce qui m'a le plus marqué dans ce dossier, c'est vraiment, ils sont sortis de l'inconscient collectif, les dirigeables. Ils appartiennent aux cartes postales, aux vieilles cartes postales, début du XXe siècle. Et puis voilà, ça fait partie ce sont les images de la belle époque.
mais on imagine qu'avec les développements, les budgets des militaires, ce que pourraient être des dirigeables. Moi, je suis quasiment certain que Gary McKinnon, quand il est tombé sur le Starship Command ou cosmique, enfin l'armée cosmique aérienne, etc., avec un début d'image de vaisseaux gigantesques, et qu'il a pensé que c'était des trucs de l'espace, je pense que ça pouvait être des super méga dirigeables de projets secrets, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les dirigeables, avec ces mélanges de gaz spécifiques et les matériaux qui sont utilisés pour la coque, peuvent être stationnaires ou en tout cas se déplacer dans la stratosphère à des altitudes considérables. À plus de 30 km, 40, voire peut-être 50 km. Même, il parlait jusqu'à 200 km dans l'article. D'altitude, donc. Ah oui, l'altitude, et en vitesse 200 km. Alors, d'altitude, je dirais moins, mais enfin, à notre échelle, déjà 40 km ou 50 km, on ne voit plus rien. Et en plus de ça, avec les technologies sur les propulsions, etc., ces dirigeables peuvent aller à plusieurs centaines de kilomètres, je pense même au-delà de 200 km, 200 km/h. Et puis, une stabilité extraordinaire, c'est des engins qui peuvent rentrer dans les cyclones, voler au-dessus des cyclones, etc. Bref, je me demande même, écologiques comme ils sont, pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas pour le transport aérien. On sait que les avions polluent énormément, on connaît le dossier des chemtrails. Le dirigeable serait la réponse à tous les problèmes de pollution générés par les avions. Ne serait-ce que des croisières, tu sais, il y a des croisières maritimes, mais pourquoi pas partir 2 semaines en croisière au-dessus des nuages? Je suis sûr qu'il y aurait un filon commercial là-dessus qui pourrait être exploité. Absolument. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, alors, après, on peut aussi lier le secret qui plane autour des dirigeables avec, à la même époque où le dirigeable disparaît, le phénomène OVNI qui s'amplifie. Et des témoins qui rapportent avoir vu dans le ciel des engins incroyables. Et c'est vrai que souvent, des témoins nous parlent d'engins grands comme un terrain de football, etc. Ça pourrait très bien correspondre à des dirigeables. N'oublions pas que les dirigeables peuvent prendre toutes les formes, et également celui de soucoupe volante. Il en existe. Bref, le dirigeable est également un très bon candidat par rapport à des explications de méprise potentielle avec ce qu'on appelle des soucoupes volantes, des ovnis. On pourrait aussi, alors si on va encore plus loin dans le domaine, imaginer qu'on nous a donné le phénomène extraterrestre, soucoupe volante, et tout ce dossier ufologique comme un os à ronger pour nous cacher ce secret extraordinaire de fiabilité, de simplicité que peuvent représenter les dirigeables. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tellement envie de laisser ça à la connaissance du grand public, parce que finalement, un dirigeable personnel, ce ne serait pas si compliqué à faire. Et dans le commerce, on pourrait avoir tous plus ou moins notre dirigeable au prix du... Si on développait ça et qu'on voulait le rendre public, au prix d'une voiture. Alors, je dirais qu'on irait de toute façon plus vite qu'une voiture, vu les embouteillages et tout ça. Ça signifie, c'est comme pour l'énergie libre, c'est comme pour la voiture électrique, ça signifie de la liberté pour le consommateur, de la liberté pour le peuple, et apparemment, c'est toujours le truc qui revient tout le temps, c'est que apparemment nos élites qui nous ont fermés dans cette pensée unique, qui nous ont enfermés dans cette petite mort que nous subissons en France. Et là, il n'est pas question de morosité, on n'est plus dans
on n'est plus dans ces affaires de morosité, on est plus dans une colère face à ces élites qui en quelque sorte nous ont trahis, qui se sont montrés d'une énorme médiocrité pour qu'on en arrive en 40 ans à ce rayonnement par rapport au rayonnement qui était le nôtre il y a encore 40 ans. Donc des élites excessivement médiocres qui ne veulent pas vraiment que le peuple, que les peuples sur la planète soient libres. Le dirigeable, ça rentre encore dans cette résonance. Tu as sûrement raison. Allez, on referme ce chapitre-là pour cette fois-ci, mais on reviendra sur cette histoire de dirigeable et la relation avec les fameux Sky Dreadnoughts dont tu parlais dans le numéro précédent. Voilà, on verra tout ça au mois d'août dans... Juste, excuse-moi Antoine, avant ta conclusion, juste pour conclure aussi, petite chose vraiment très, très étonnante. Je passe sur des témoignages de témoins, de gens qui ont touché des scouts volantes, qui se sont rendus compte, elle pèse rien. Avec une main, ils arrivent à la soulever. Mais je voudrais aussi revenir sur des fictions, sur des séries télé comme Fringe, le film Equilibrium et tant d'autres qui nous montrent d'autres dimensions, d'autres réalités et où on voit omniprésent dans ces créations le dirigeable. Est-ce que c'est pas un clin d'œil pour nous dire que waouh, il y a un gros secret derrière tout ça? Je vais jusqu'à me souvenir du roman et de la bande dessinée de Tarzan quand Tarzan rentre dans l'autre dimension, quand il rentre dans la Terre creuse. Hein, on sait que alors Edgar Bureau, je me souviens plus j'ai un problème. C'est ça, c'est lui. Hein, est un initié, cet auteur-là est un initié, il initie à pas mal de secrets. Et quel engin on recommande à chaque fois pour aller visiter, quel engin assez fiable, assez stable, qui a les capacités d'entrer dans ces autres dimensions, ou en tout cas d'aller découvrir le secret de la Terre. En l'occurrence, c'est de rentrer dans une sorte de vortex pour aller visiter la Terre creuse. C'est encore un dirigeable. Le dirigeable, il revient tout le temps dans ce genre d'œuvre un peu particulière. Et je me souviens également de notre explorateur français qui avait préparé pendant 1 ou 2 ans un dirigeable, c'était Jean-Louis Etienne, je crois, qui avait préparé un dirigeable pour survoler l'Antarctique il y a quelques années et qui, quelques jours avant son départ, une tempête avait détruit son engin et il avait dû renoncer à cette aventure. Avait détruit son aéroplane. D'accord, non, ça me rappelle rien du tout, cette histoire. Bon, je regarderai, ouais. Bref, je pense vraiment que là aussi, on pourrait se révolter contre nos élites qui nous ont privés de cette liberté parce qu'aujourd'hui, si les choses s'étaient déroulées normalement depuis le début du XXe siècle, peut-être qu'aujourd'hui, nous aurions tous notre aéroplane, comme tu dis, notre petit dirigeable personnel ou familial pour transporter notre famille en toute sécurité et sans frais, sans quasiment aucun frais. Hein, quand on nous parle aujourd'hui de l'affaire de Solar Impulse, avec ce planeur démesuré qui a mis des semaines et des semaines pour faire le tour du monde, planeur solaire, etc. Imagine, remplace ce planeur solaire en un dirigeable solaire et tu rigoles. C'est-à-dire que il y a aucun problème. Enfin, ça devient d'une simplicité sans nom. C'est sûr. Ça nous montre que on nous enfume, que on baigne dans un mensonge qui nous abrutit à longueur de temps, qui nous rend intolérants, qui nous rend méchants, qui nous pousse à la compétition les uns envers les autres. Et bref, que ce monde tel qu'on nous l'a imposé n'est pas le monde qui devrait être. Ok. Allez, avant de conclure cette émission, je voulais juste m'attarder sur
un courrier du lecteur que l'on a reçu. Et d'ailleurs, je vous invite à ne pas hésiter à nous écrire, hein, si vous faites vous-même aussi des découvertes, ne serait-ce que minimes. Il s'agit d'un courrier de Jean-Philippe Maury, que d'ailleurs j'ai reçu moi dans le cadre d'une émission, et si on parlait vraiment d'ufologie, mais qui n'est toujours pas montée, donc ça devrait peut-être voir le jour d'ici cet été, qui a vu quelque chose d'assez extraordinaire. Alors c'est dans l'une de tes rendez-vous avec Rock, hein, c'est le numéro 7, la première partie, où tu parles de ce tor carré plat. Ce tor carré plat. Et là, lui, il s'aperçoit sur une petite vidéo que tu as mis en illustration, hein, pour pouvoir étayer tes propos, qui concerne toute l'évolution de l'informatique depuis IBM jusqu'à nos jours. On voit apparaître sur l'un des premiers IBM, lorsqu'il allume l'écran, on voit apparaître un lapin blanc. Donc là, tout naturellement, on se dit tout, ça va, tiens, Rock, il a voulu nous faire un petit clin d'œil, il a mis cette vidéo avec ce lapin blanc. Et puis, quelques minutes plus tard, on voit apparaître en superposition dans l'image un Charlie Chaplin qui se retrouve du côté gauche de l'écran. Et puis, zoup, il disparaît et il réapparaît comme s'il avait traversé à la Pac-Man. Il réapparaît de l'autre côté. Et là, tu ne l'avais pas vu, hein, toi tu ne l'avais pas vu, même au montage, tu n'avais ni vu le lapin blanc, ni Chaplin. Non. Et donc Jean-Philippe, lui, avec son œil acéré, nous a remonté cette information qui est juste extraordinaire. Quand on connaît Top Secret, oui, c'est absolument extraordinaire, de synchronicité, mais voilà, la matrice a l'œil sur la résistance, la matrice artificielle a l'œil sur nous. Et puis, la résistance a également l'œil sur nous et nous fait plein de clins d'œil. Donc, on verra ce qu'il en sera par la suite. En tout cas, moi, j'invite tous ceux qui me suivent depuis de nombreuses années pour certains et pour d'autres depuis peu, puisqu'ils m'ont découvert sur YouTube. J'invite tout ce monde-là à s'engager dans ce combat qui en vaut la peine, qui est important et que nous devons mener, cette résistance. Ouais, tout à fait. Alors, quand même, moi j'ai eu quelques informations depuis la sortie donc, de cet article, comme quoi, effectivement, IBM aurait choisi comme égérie depuis toujours Charlie Chaplin. Alors, effet Mandela ou pas, moi je suis dans l'informatique quand même depuis très très longtemps. C'est la première fois que je voyais les deux associés. Donc voilà, c'est un retour de nos voyageurs du temps qui reprennent contact avec Top Secret et puis qui ont fait quelques petites modifications pour pouvoir faire quand même un clin d'œil au moment où tu parles du tor carré plat. Oui, c'est peut-être un petit rappel à l'ordre. Et un petit rappel à l'ordre, effectivement, pour me dire de me repencher sur tout ce dossier. Effectivement, il ne faut pas que j'oublie dans toute cette histoire que nous sommes amenés à être des bâtisseurs de miracles. Donc, ces miracles, on va les provoquer. Mais avant ça, on a quelques réglages à faire encore. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, hein, moi je vous invite à vous rendre chez votre marchand de journaux pour le Top Secret numéro 97, où sont passés les dirigeables. Et puis voilà, vous allez pouvoir farfouiller, approfondir tous les sujets que l'on a évoqués ce soir. Et puis n'hésitez pas à renvoyer vos propres informations, vos propres pensées, vos propres recherches, si vous voulez faire avancer la résistance, tout simplement. Merci Rock d'être passé ce soir. Merci Antoine, toujours un grand plaisir. À très bientôt à tout le monde. À très bientôt. Allez, ciao, ciao.